Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Bonjour, monsieur César. Emmanuel Macron a donc tranché et il a pris le pari de ne pas reconfiner, en tout cas pour le moment. Alors comment envisager la prochaine étape ? Un reconfinement est-il vraiment inévitable ? Et puis avec quelles conséquences économiques et sociales ? Et dans ces conditions, comment faire vivre le débat politique à 5 mois des élections régionales et départementales et à 15 mois de la présidentielle ? Mais pour commencer, Jean-Christophe Lagarde, alors est-ce que vous faites partie des déçus ou des satisfaits de la décision de l'exécutif, d'Emmanuel Macron et de Jean Castex de ne pas reconfiner le pays ? Je fais partie des gens extrêmement surpris parce que la veille, nous avions eu une réunion avec Jean Castex, en visio, tous les présidents de groupes parlementaires, et les chiffres qu'il donnait montraient d'évidence qu'il allait falloir reconfiner. Le lendemain, c'est plus le cas. Alors, je ne veux pas être inutilement critique, je suis étonné. Il y a une certitude que je veux dire aux Français. Nous allons être obligés de refaire un confinement comme ça s'est passé en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, chez tous nos voisins. Vous en êtes certain ? Bien sûr, parce que notre difficulté, c'est l'apparition des variants, avec une contagiosité bien supérieure, près de 50% supérieure. Et on a vu que les courbes, qui l'an dernier montaient comme ça, relativement régulièrement, montent de façon hallucinante. Il faut se rendre compte de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. On l'a pas beaucoup vu à la télévision. Enfin, des gens mouraient dans des ambulances à la porte des urgences parce qu'ils attendaient 2 heures, 3 heures dans l'ambulance. Ce que rappellent les infectiologues, c'est qu'en Grande-Bretagne, les pubs, les cafés, les restaurants, enfin, tout ça, c'est ouvert. Hein. Comme d'ailleurs au Portugal. Et au Portugal, cet été, ils avaient réussi, en ayant tout ouvert, à ne pas avoir d'augmentation de la propagation virale, et ça a explosé. Alors, je ne dis pas que ça ira à la même vitesse, et tout l'enjeu est là. Et alors, une question ça, c'est dans le prolongement de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi le président Macron a décidé de ne pas reconfiner ? Non, c'est pas que je ne comprends pas, c'est que je ne peux pas comprendre pourquoi. Parce que nous n'avons pas le chiffre qui compte le plus. On a les chiffres sur les réanimations, sur les hospitalisations, sur le nombre de cas. Il y a une augmentation constante depuis le mois de décembre, depuis le déconfinement, mais elle est maîtrisée. Elle est sur un niveau élevé qui veut dire que si jamais ça décolle fort d'un coup, on va être débordé et tout explosera. Tout le système sanitaire explosera. Mais il y a un chiffre que nous n'avons pas. Et qui est le chiffre qu'il faut surveiller ? C'est à quelle vitesse ces variants qui ont fait exploser la situation sanitaire de nos voisins sont en train de remplacer la souche initiale. Je crois qu'on était à une cinquantaine de cas par jour il y a 15 jours. Quand on a eu la réunion avec le Premier ministre, on était à 2000 cas par jour. Attention, parce que si on le laisse trop décoller, bon. Et là, toute la difficulté pour le gouvernement, il faut le reconnaître, c'est de dire à quel moment on doit tout arrêter pour éviter que ces variants deviennent majoritaires, deviennent prépondérants et nous rendent impossible le fait de soigner les gens. Emmanuel Macron, il a raison de dire que les heures que nous vivons donc, sont cruciales et qu'il faut tout faire pour freiner l'épidémie ensemble. Oui, c'est ce que dit le président de la République. Et il a tort d'avoir oublié une chose que moi je veux dire aux Français. Pourquoi les autres pays sont dans cette situation et pas nous ? Parce que les Français ont été, eux qu'on dit des Gaulois revêchent à l'autorité des procureurs, ils ont été remarquablement et les plus responsables d'Europe à Noël et au jour de l'an. On a tous craint ce qui se passerait à Noël et au jour de l'an. Et tout le monde a fait attention à ses proches, tout le monde a fait attention à ses anciens. Eh bien, c'est ce qu'il faut que nous puissions faire encore pendant quelques semaines. Je pense que ça n'empêchera pas un reconfinement. Mais c'est une course contre la montre. Pourquoi ? D'abord parce qu'il faut qu'on puisse vacciner le maximum de monde avant la nouvelle vague. Et puis, deuxième raison, parce que plus on s'approche des beaux jours, plus en réalité, la contagiosité est plus faible parce qu'on est plus dehors. On sait bien que c'est à l'intérieur qu'on se contamine plus que dehors. Et donc, on doit gagner du temps, le maximum de temps. Donc, gagner du temps, ça veut dire faire en sorte de faire redémarrer le reconfinement le plus tard possible. C'est ça la logique ? Si c'est possible, et je pense que c'est la logique du président de la République, mais je vais aller au bout. Ça dépend de chacune et de chacun d'entre nous. Donc, c'est d'ailleurs ce que dit le président. Il fait le pari de la confiance et de la responsabilité des Français. C'est ce qu'il faut le faire. Monsieur Aziza, sans trahir de secret, à l'entrée dans ce studio, vous ralliez contre quelqu'un qui a laissé des objets qu'il a touchés et qu'il n'aurait pas dû laisser alors que c'est un studio partagé. C'est ce que nous devons faire au travail. C'est ce que nous devons faire dans les transports. C'est ce que nous devons faire à la maison. Vous savez, quand je dis qu'il est certain, et tous les épidémiologistes le disent, à quel moment il faut le démarrer ? C'est ça le débat. Quelle sera l'intensité ? Mais plus il démarrera tard, plus on aura contrôlé la situation, moins le confinement sera long, et que moins il sera dur. La question, c'est pas est-ce qu'il y en aura un, c'est quand et comment. Est-ce que c'est le mois de mars ? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est le mois de novembre ? Je ne le crois pas non plus. Ça sera sans doute un intermédiaire. Et pour l'instant, on essaye de gagner du temps. Ce sera plutôt février. Je pense que ce sera un... Non. Je parlais de ce qu'on a vécu l'an dernier en mars ou en novembre. Et ça sera sans doute. Et puis, il y a une grande question. S'il doit y avoir un reconfinement, ça sera février, a priori. On verra en fonction des chiffres. Vous savez, je pense que personne n'est devant. Mais pour vous, c'est une question de jour, de semaine, c'est quoi ? Je crains que ce soit une question de jour.
Question de jour. Mais ça dépend là encore de notre attitude. Si nous faisons, nous, barrière à la propagation virale, on a moins besoin, moins rapidement en tout cas, de se reconfiner. Et il y a une question, qui est très importante. Ces variants, ils ont une spécificité majeure, contrairement au virus qu'on a appris à connaître depuis un an. Ils touchent les jeunes. Ils touchent les enfants dans les écoles. Il ne les rend pas malades, mais il les rend contaminables et contaminants. Ça veut dire que s'il y a confinement, il me paraîtra difficile d'éviter la fermeture des écoles. Parce que, vous comprenez, mettre tous les adultes à la maison, envoyer les enfants à l'école pour qu'ils attrapent le virus là-bas et qu'ils rentrent à la maison avec le virus, évidemment que ça n'aurait plus aucun sens. Donc je veux que, et je l'ai dit au Premier ministre il y a un mois, qu'on se prépare, que l'éducation nationale se prépare à pouvoir faire des cours, non pas en catastrophe comme la dernière fois, mais là, si ça sert à rien, tant mieux. Mais si ça doit se faire, au moins que nos jeunes ne soient pas perdus. Alors 15 jours de vacances en plus dont on nous parle, ça suffit ou pas pour les écoles? Ça veut dire qu'il y aura un mois de vacances en février. Vous avez bien conscience que 15 jours de vacances en plus, c'est un jeu de mots, puisqu'en réalité, ça veut dire 15 jours de confinement en plus des vacances. Donc si on confine les enfants, on va aussi confiner les parents. Vous voyez bien qu'en réalité, on y va tout droit. Bon. Et les Français... Et vous êtes favorable à cette solution ou pas? Écoutez, je répète, moi... Même si vous n'êtes pas médecin. Hein. Non, c'est pas ça, j'ai pas de chiffres en main. La question, je l'ai posée dans la réunion du Premier ministre, c'est à quelle vitesse le variant quelle est la dynamique du variant, et y en a-t-il dans les écoles? On se souvient qu'Olivier Véran nous disait, oui, on va pouvoir tester 1 million d'enfants, je crois, par semaine ou par mois, dans les écoles. Je crois qu'il n'y a pas eu de test. Et la question, c'est est-ce que ce virus est en train de courir chez nos enfants? On sait tous qu'il y a 15 jours de décalage entre la contamination et le moment où on le voit statistiquement. Bon. Et puis, il y a un dernier point de santé publique, si vous le permettez, que je voudrais aborder. On vient de voir ce qui se passe avec le vaccin AstraZeneca. Il a été à la fois autorisé par les instances européennes, il a été retardé dans sa production. Il y a quelque chose de scandaleux là-dedans, si vous voulez qu'on y revienne dans un instant. Mais on sait que ce vaccin... Clément Beaune disait ce matin ici sur Radio J, que secrétaire d'État aux Affaires européennes, qu'il faut voir, il faut avoir la certitude que ce n'est pas un problème politique dû à une préférence d'AstraZeneca. Je pense qu'il est très diplomatique. Alors si on parle de ça tout de suite, et après je voudrais revenir à un sujet sur AstraZeneca. Il y a une chose qui est très simple. AstraZeneca se sont comportés comme des voyous. Pourquoi? Parce qu'ils ont promis au Royaume-Uni que tout ce qui serait produit dans les 2 usines du Royaume-Uni ne servirait qu'au Royaume-Uni. Et quand ils ont signé un contrat avec l'Union européenne, ils ont dit que ces 2 usines serviraient aussi à servir l'Europe. Et comme ils ont la pression du gouvernement du Royaume-Uni, de Boris Johnson, qui veut toutes les doses pour lui, et ils ne peuvent pas respecter les 2 termes du contrat. Il faut d'ailleurs dire une chose, il y a eu le Brexit, le président de la République disait, oui, j'aimerais qu'on ait de bonnes relations avec le Royaume-Uni. Moi aussi. Mais enfin, si le Royaume-Uni commence à se comporter en prenant en otage les vaccins qui ont été signés par AstraZeneca pour le continent, il va peut-être falloir qu'on rediscute de nos conditions économiques. Enfin, alors, sur ce que vous disiez au départ. Oui, dernier point sur AstraZeneca. On a vu qu'en Allemagne, ils disent pour les plus de 65 ans, on ne veut pas. Non pas parce que c'est dangereux, mais parce qu'ils ne sont pas sûrs de l'efficacité à partir d'un certain âge. Nous avons le même problème et il y a une décision qui devra être prise dans les jours qui viennent. Ce qui a été démenti par la Commission, par les experts de la Commission européenne. Hein, oui, pardon, mais je pense qu'il y a, vous savez, les débats scientifiques, ça existe. Il y a un doute, en tout cas. Ce doute, c'est pas sur la sécurité. On peut vacciner les gens de plus de 65 ans avec. C'est sur l'efficacité. Et moi, je fais une proposition. Parce qu'on a un autre danger public majeur qui est en train de se dérouler, qui, lui, fait beaucoup moins de bruit. La situation de nos jeunes et particulièrement de nos étudiants. Vous avez vu les suicides, vous avez vu les dépressions. En ce moment, on nous annonce que 40% de nos jeunes étudiants sont en dépression. Il y a des psychologues qui ont été dépêchés pour les soutenir en permanence. Alors, je fais la proposition suivante. Les premières doses d'AstraZeneca que nous recevrons devraient être consacrées à nos 2 800 000 étudiants pour les vacciner et leur permettre de reprendre une vie normale. Parce que foutre la jeunesse en l'air pour protéger nos anciens qui, eux, se protègent déjà beaucoup. C'est ceux qui respectent le plus les gestes barrières. Dans la course contre la montre en question, je pense qu'il faut qu'on relibère les jeunes. Vous savez que j'avais fait la proposition de passeport vaccinal. Convoquons les jeunes avec AstraZeneca dans les universités, vaccinons-les et rouvrons-leur la porte des universités. Ça veut dire que vous faites partie de ceux qui considèrent qu'il faut que les personnes âgées s'auto-isolent ou s'auto-confinent? Non, mais elles le font déjà, monsieur Aziza. Parce que vous savez qu'il y a un débat autour de ça, puis ce débat qui va très loin, en disant on sauve les vieux, entre guillemets, il faut privilégier les jeunes. Je ne suis pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Ni avec l'un ni avec l'autre. On a 2 vaccins, le Pfizer et le Moderna. On peut le concentrer sur nos anciens. On sait que ça prend du temps parce que les vaccins n'arrivent pas. C'est pas la faute du gouvernement. C'est pas eux qui les fabriquent. Mais
continuons la campagne de vaccination, accélérons-la parce que les livraisons de doses vont s'accélérer. Mais l'AstraZeneca qui arrive, je suggère qu'on le fasse à l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, chez nos jeunes, parce que c'est dans ces deux bouts de chaîne-là. Dans un, il y a un danger de Covid grave et de décès. Dans l'autre, il y a un danger de dépression collective de nos jeunes et de foutre en l'air leur avenir. Ça permettrait de réouvrir les universités. Ça permettrait de réouvrir les universités et de redonner de l'espoir à des jeunes. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a des jeunes qui, à 400, 500, 800 km de chez eux, sont en train d'étudier depuis 9 mois enfermés dans une chambre étudiante, sans aller en cours, sans rien pouvoir échanger. Quand ils sont en difficulté, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Direction Générale de la Santé, c'est le gouvernement qui a dépêché des psychologues, des psychiatres pour essayer de sauver ces gamins. Si on peut les vacciner, on leur redonne une vie normale, on leur file un passeport vaccinal et on rouvre les universités. Passeport vaccinal, a priori aujourd'hui, tout le monde est contre. Non, c'est totalement faux. En tout cas, le président de la République et le président de la Oui, d'accord. Vous savez, ils ont l'habitude de suivre... Alors, il y a eu un sondage, c'est vrai, montrant que les Français suivent un peu cette possibilité. Monsieur Aziza, c'est très intéressant d'ailleurs. Le gouvernement, comme beaucoup d'hommes politiques, ont l'habitude de suivre les Français. Moi, je pense que diriger les Français, c'est plutôt essayer de leur montrer un chemin. Et il ne faut pas avoir la trouille des gens. J'ai vu qu'au mois de décembre, quand on a proposé ça, tout le monde s'est mis à hurler. Et puis les Français, ils sont moins bêtes que leurs dirigeants le croient. Ils ont réfléchi en se disant, le vaccin, ça sert à quoi? Ça sert à être protégé, et quand on est protégé, on doit pouvoir reprendre une vie normale. Alors aujourd'hui, le président de la République, il dit qu'il n'est pas d'accord. Je vous donne rendez-vous... Il dit qu'il n'est pas d'accord parce que tous les Français ne sont pas vaccinés. Mais nous avons dit, non, c'est pas que tous les Français ne sont pas vaccinés. Nous avons dit que dès que le vaccin serait accessible à tous les Français, il faudrait le faire. Il y a ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur droit. Ils continueront à respecter les gestes barrières. Mais vous n'allez pas expliquer à 25, 30, 35 millions de Français qui se seront fait vacciner qui doivent continuer à vivre comme avant, qui ne peuvent pas aller serrer dans leurs bras leurs anciens dans les EHPAD, qui ne peuvent pas faire de sport, qui ne peuvent pas aller au cinéma, qui peuvent pas... Mais alors ça sert à quoi? On retire rien à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais ceux qui vont se faire vacciner, qui ont fait confiance dans la science, il faut aussi qu'ils reprennent une vie normale. Alors pour résumer vos propos, vous êtes favorable à un reconfinement, et ça doit être un reconfinement serré ou léger? Je pense que c'est inévitable. C'est pas que je sois favorable, vous savez, il manque Kikine, pour être poli, autant que vous. N'empêche que je pense que c'est inévitable si on veut sauver des vies et éviter une catastrophe sanitaire, qui est aussi une catastrophe économique, rappelons-le quand même. Donc on précise qu'un reconfinement, un confinement, c'est 15 à 20 milliards par mois. Oui, d'accord. Et la vie au ralenti, pour l'instant, c'est 500 milliards. Donc il vaut mieux un confinement qui casse durement l'épidémie et qui nous permet de redémarrer qu'autre chose. Et pendant ce temps-là, accélération de la vaccination. Donc stratégie, dur ou serré? La stratégie, dur ou... mais ça, serré ou léger, pardon. Ça va dépendre exclusivement de l'évolution des variants. Comme je vous le disais, la première des choses à regarder, c'est est-ce que c'est en train de se transmettre chez nos enfants? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes obligé de fermer les écoles et vous voyez bien que c'est pas le même confinement. Autre question, on constate depuis vendredi, donc depuis la prise de parole du Premier ministre Jean Castex, qu'un certain nombre de responsables politiques qui étaient contre le confinement, on peut citer Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, critiquent la décision du gouvernement de ne pas avoir confiné. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, mais moi j'en ai marre des faux culs. Quand on est autour de la table, lors des réunions avec le Premier ministre, etc., tout le monde dit qu'il est pour. Et puis sorti pour faire plaisir aux Français. Certes, ils n'y sont pas. Mais je ne les prendrai pas comme exemple. Marine Le Pen. En tout cas, ce qui est curieux, c'est de voir. Je ne les prendrai pas comme exemple. Marine Le Pen, lorsque les Français craignaient la vaccination, elle disait qu'elle ne voulait pas se faire vacciner. Et puis quand les Français se disent il ne va pas y avoir assez de vaccins, je voudrais être vacciné, elle dit finalement je vais me faire vacciner. Vous savez, ces gens qui prétendent gouverner les Français et qui veulent les suivre plutôt que les conduire, je pense que les Français devraient s'en détourner. Parce que parfois, dire des choses qui sont désagréables à entendre, elles sont utiles à faire ensemble. Ça veut dire qu'on assiste depuis quelques mois, peut-être depuis le début de cette épidémie, à un bal de faux culs? Oui, un concours de démagogie. Et ce qui me frappe, c'est que on a un gouvernement qui gouverne souvent par la trouille de l'opinion. Par exemple, si on a pris autant de retard... attendez, je vais vous préciser une chose. Ou la trouille de la justice. Les deux, monsieur. Ça peut se comprendre aussi. Les deux, et je l'ai évoqué aussi dans ces réunions. Pardon. D'abord, la trouille de l'opinion. Parce que si on a repris du retard sur la stratégie vaccinale, si les Allemands ont commencé avant nous, 10 jours, 15 jours avant nous, c'est parce qu'ils avaient la trouille des anti-vaccins. Mais enfin, on ne dirige pas un pays sans aller au combat contre les gens qui refusent la science. Pas dans une démocratie. Et la trouille de la justice, vous avez raison. J'ai dit il y a un mois au Premier ministre qu'il me semblait nécessaire qu'on fasse la même loi qu'on a fait pour les élus locaux. Il était invraisemblable de voir Olivier Véran, ministre de la Santé en poste,
perquisitionner chez lui le matin du confinement du mois de novembre. S'il y a des responsabilités, s'ils en veulent, on regardera après. Mais enfin, laissez-les gérer la crise. Parce que ce qui s'est passé, pourquoi vous avez 70 pages de notes pour savoir comment on vaccine dans les EHPAD? Total, on vaccinait personne. Donc ils ont jeté les notes à la poubelle. C'est parce que toute la strate, du ministre jusqu'à la moindre strate administrative, ils ont ouvert le parapluie pour être protégés. Et c'est absurde. Est-ce que c'est normal, d'ailleurs, puisque je vous reprends là-dessus, est-ce que c'est normal qu'on lance une commission d'enquête parlementaire alors que la crise n'est pas terminée? C'est pas la commission d'enquête parlementaire, ça, c'est la plainte. Non, mais je parle d'une chose complémentaire. Ah, je pense que c'est normal, et je pense d'ailleurs que ce qui est scandaleux, c'est qu'ils viennent de fermer la commission ou la mission d'information, c'est-à-dire que l'Assemblée n'a plus les moyens d'être informée sur ce que le gouvernement fait, c'est-à-dire il n'a plus le moyen de poser des questions, comme ça, c'est sûr de ne pas être critiqué. Mais enfin, avoir été critiqué parce qu'on démarrait tardivement le vaccin, ça leur a permis de se réveiller, d'accélérer. La critique, elle est utile. Avec ce gouvernement, on a l'impression maintenant que la critique est une insulte. La critique, elle n'est pas forcément, comment dire, elle est désagréable à entendre, mais c'est le débat normal. Pardon, de revenir sur le problème judiciaire. On a fait une loi il y a quelques années pour les élus locaux qui dit une chose simple. Quand vous êtes au courant d'un danger et que vous ne faites pas le nécessaire pour y remédier, vous êtes poursuivable devant la justice pénale. Quand vous n'êtes pas au courant d'un danger, vous n'êtes pas poursuivable. Et je dis que dans cette crise, allez chercher Édouard Philippe, Olivier Véran et d'autres, qui ont pris des décisions alors qu'ils n'avaient pas les connaissances scientifiques. Personne n'en avait dans le monde. C'est une absurdité. Et on les a toujours pas complètement aujourd'hui. C'est une absurdité. Mais c'est pire, c'est que ça empêche les gens qui sont en poste de gérer la crise parce qu'ils se disent « Oh, je suis en train, moi, de prendre des décisions qui sont difficiles, qui sont complexes, je peux me tromper. » Et on va me foutre en tôle derrière. La judiciarisation de la vie politique, c'est un problème. D'abord, c'est un problème global, mais dans la gestion de crise sanitaire, c'est une catastrophe. Si vous avez tous les responsables administratifs et politiques du pays qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, vous savez que les ARS en ce moment, ils sont en train de distribuer les vaccins. Ils sont en train de répartir les vaccins. Comme on n'en a pas assez, ils en ont tant dans tel département, etc. Vous pouvez très bien demain avoir un département qui dit « Mais dites donc, moi, j'en ai pas eu assez, je porte plainte contre l'ARS. » Tout le monde a la trouille de ça. C'est débile, ça paralyse l'action publique au moment où, au contraire, on a besoin d'aller se battre. Alors, parmi les décisions qui ont été annoncées par le Premier ministre, donc c'est l'ouverture des petits commerces, les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés fermés, la fermeture aussi des frontières extra-européennes et puis le télétravail renforcé. Est-ce que vous approuvez toutes ces mesures ? Je pense qu'en dehors de la fermeture des grands commerces de 20 000 mètres carrés, ça ne sert strictement à rien. Ah bon ? C'est-à-dire, vous parlez de quoi ? Vous parlez de la fermeture des frontières et puis du télétravail ? La fermeture des frontières, elle sert à quoi quand le virus est déjà chez nous ? Alors, ça sert d'en apporter peut-être un peu moins. C'est par rapport aux variants, peut-être, britanniques et sud-africains. Oui, mais il est déjà en France. Il est déjà en France. Donc, ça sert à rien. Je rappelle c'est de la communication, c'est de l'affichage. J'ai entendu le discours d'autosatisfaction de Mme Le Pen sur le sujet. Est-ce que je peux dire une chose ? Monsieur Trump a fermé les frontières des États-Unis le 20 mars. Et les États-Unis ont été le pays le plus touché au monde. Donc, ce n'est pas les frontières qui comptent le plus. Ce qui compte le plus, ce sont les barrières que nous faisons nous-mêmes par responsabilité civique. Ce qui compte, c'est effectivement les grands centres commerciaux. Ça peut jouer un rôle. Et puis, c'est le télétravail autant qu'on veut. Mais ça, c'est pour le compte les entreprises qui en décident plus que le gouvernement. Ce que je crois, c'est que le message de vendredi, c'était un message psychologique à l'intention des Français, en disant... On peut encore éviter, disent-ils, en réalité retarder le confinement. Il peut être moins dur que ce que vous craignez, que ce qu'on craint tous, si on est tous plus responsables dans les 5, 10, 15, 20 jours qui viennent. Chaque contamination évitée par responsabilité individuelle, c'est un peu moins de contraintes collectives demain. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au président de la République ? Je lui demande de faire très attention à ne pas décider le confinement trop tard, c'est-à-dire au moment où les variants auront tellement progressé qu'on n'arrivera plus à les arrêter. C'est très difficile. Très franchement, je ne porte pas critique là-dessus. C'est une décision très difficile à prendre. Je crois d'ailleurs qu'il a, dans les jours qui viennent, un rapport justement sur l'évolution des variants. Voilà. Il faut arriver à ne pas le faire trop tôt. Ça peut ne servir à rien et être contraignant pour rien. Mais il faut arriver à ne pas démarrer trop tard. C'est très difficile. Vous lui faites confiance quant à sa prise de décision ? Au regard de ce que j'ai vu de toute cette crise, je trouve qu'il a pris parfois de bonnes décisions et ils se sont parfois laissés manger par leur administration. Parce que gouverner, c'est pas laisser l'administration décider. Mais là, justement, il est allé contre l'administration, contre le corps médical, puisqu'il a décidé de ne pas confiner, alors que tout le monde lui disait qu'il fallait le faire. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Le démarrage de la vaccination a été une catastrophe, parce qu'il s'est laissé manger par son administration, qui mettait des parapluies pour se protéger. Là, il est allé contre l'administration, parce qu'il y a une chose qui est évidente d'ailleurs, c'est que les chiffres de ces 2 derniers jours montrent qu'on n'augmente pas, voire qu'on régresse un peu.
Attention, les chiffres des 2 derniers jours, c'est la situation pandémique d'il y a une semaine ou d'il y a 10 jours. Bon, donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est ce qu'on va savoir dans les jours qui viennent. La vaccination, est-ce que la France est en mesure de gagner la bataille des doses de vaccins? Il y a 2 choses à faire. La première chose, c'est d'obliger les laboratoires à livrer les doses en temps et en heure comme ils s'y sont engagés. C'est à l'Union européenne de le faire. Je suis pas sûr que de manière conforme au contrat qui ont été signés. Je suis pas sûr que l'Union européenne ait été très intelligente dans la négociation. Par exemple, en cherchant à acheter les doses le moins cher possible. On a vu par exemple qu'Israël a payé 5 fois le prix. Mais c'est pas ça. C'est pas seulement ça. Et ça, il fallait pas le faire au niveau de l'Union européenne. Ils ont accepté que toutes les données de santé de toutes les personnes vaccinées soient transmises à Pfizer. Pour élaborer des statistiques et qui sont utilisées aujourd'hui dans le monde entier. Et ils les ont déchargés de toute responsabilité. Et est-ce que vous êtes contre cette possibilité de donner ces données scientifiques? Nous n'aurions pas accepté ça en Europe. En revanche, l'acheter plus cher, essayer de gagner 300, 400, 500 millions, 1 milliard sur les vaccins qu'on devait acheter, alors qu'une semaine d'inactivité nous coûte quasiment 4 milliards. Bon, ça n'a pas, rien que pour la France, c'est absurde. Donc on a cherché peut-être trop petit bras. Et la deuxième chose, même si c'était une bonne chose qu'on achète tous ensemble pour essayer de peser, justement, il fallait peser, mais aussi être capable d'acheter. Et la deuxième chose, c'est que puisque les laboratoires se sont engagés à des choses qu'ils ne respectent pas, c'est de leur dire, si vous ne respectez pas, demain, pour tout le reste des médicaments, pour tout le reste des maladies, vous avez aujourd'hui des tarifs, ces tarifs vont changer, ils vont aller à la baisse. Donc pas seulement pour les vaccins, mais pour le reste. Nous ne devons pas nous laisser piétiner par des laboratoires. Et la dernière chose, celle que j'ai portée aux Européennes de 2019, j'étais le seul à dire, attention, pour reconstruire nos souverainetés, parce que c'est mon obsession, reconstruire des souverainetés ensemble, nous devons veiller à notre indépendance sanitaire. Donc une Europe de la santé. Je disais à l'époque que 70% de nos médicaments provenaient d'Asie, tout le monde s'en fichait. Il n'en reste pas moins qu'on a besoin maintenant d'avoir une Europe de la santé, des Airbus de la santé qui font que nos médicaments sont fabriqués chez nous et qu'on n'ait pas besoin, soit parce qu'il y a une crise pandémique, soit parce qu'il y a une crise diplomatique, politique, géostratégique qui fait que les autres ne veulent plus nous donner de médicaments. On doit être indépendant au niveau de nos médicaments. Comme de l'alimentation, comme d'un certain nombre d'autres choses. Et pourquoi la France, pourquoi les laboratoires français, donc Sanofi et Pasteur, pour ne parler que d'eux, ne sont pas au rendez-vous de ce vaccin contre la Covid? D'abord, Sanofi n'est pas totalement une entreprise française, mais les 2 entreprises, en tout cas, se sont trompées dans leur voie de recherche. Ouais. Il y a 2 voies de recherche. Il y a le vaccin classique, qui est on vous met un virus un peu désactivé et on vous l'injecte. C'est la solution qui avait été c'est ce qui a été choisi par Sanofi. Par Sanofi et par Pasteur. Et puis il y a ce qu'on appelle l'ARN. Alors les gens pensent que c'est nouveau, c'est pas si nouveau que ça. Ça fait 20 ans qu'il y a des recherches là-dessus. C'est principalement contre le cancer. C'est de faire en sorte que quand vous avez une cellule cancéreuse, elle puisse pas se transmettre le cancer à la cellule donc à côté. Pourquoi et là, c'est le virus qui se transmet pas. Et ben c'est parce qu'on n'était pas sur la bonne piste de recherche, c'est-à-dire qu'on était en retard. Mais là aussi. Qu'est-ce que ça dit du modèle français, ça? Non, ça dit du modèle européen parce que ce n'est pas un pays seul qui arrive à développer. Je vous ferai remarquer qu'aucun pays au monde de la taille de la France n'a été capable seul de développer le vaccin. On est là sur la Chine, on est sur les États-Unis, on n'est pas sur des pays à 50, 60, 70 millions d'habitants. Et ensemble, à 450 millions d'habitants, si on avait un programme européen de recherche stratégique, notamment sur les médicaments, et pas que, sur l'intelligence artificielle, sur plein de choses, nous retrouverions notre indépendance. On irait sur les nouvelles technologies. Vous avez vu quand même que le Pfizer, il est inventé par, certes, un laboratoire Pfizer américain qui met beaucoup d'argent. Et 2 chercheurs turcs par Biotech, qui travaillent en Allemagne. 2 chercheurs d'origine turque qui travaillent en Allemagne pour une petite entreprise allemande. Vous ne croyez pas que l'Union européenne aurait dû repérer ce type de technologie? Nous serions aujourd'hui ceux qui donnerions le vaccin au monde entier après se servir de nous. Donc ce n'est pas un problème français, c'est un problème européen. C'est un problème. Il faut comprendre que la France n'est pas à la hauteur mondiale de tout. Et donc, quand ce n'est pas le cas, il faut qu'on le fasse au niveau européen pour qu'on soit capable de ne pas dépendre aujourd'hui des États-Unis. On voit bien ce qui se passe. Demain, de la Chine. On pourrait acheter des vaccins chinois. Honnêtement, j'aurais pas trop confiance a priori, mais on pourrait acheter des vaccins chinois. Et alors, on nous dit aujourd'hui, il faut acheter des vaccins russes. Oui, j'aurais encore moins confiance. Ouais. Bon, mais je laisserai les scientifiques en parler. Par contre, ce qu'on pourrait faire, monsieur Aziza, c'est d'acheter des licences à Pfizer et à quelques autres, à Moderna, qui n'arrivent pas à produire, pour les produire dans des usines françaises et européennes. C'est un peu ce qui va se faire du côté de Sanofi. C'est ce que nous devrions faire. Ça va être du flaconnage. Hein, oui, ils font que du flaconnage, mais Sanofi a des capacités de produire des vaccins. Si on achète la licence pour produire 100, 200, 300 millions de vaccins, soit au niveau européen, soit au niveau français, il faut mettre en place une ligne de production, ça demande beaucoup plus de temps. On parle beaucoup de sanitaire. Il y a une chose que je regrette de ne pas voir faite par le gouvernement français, si vous le permettez.
Je suis pour la vaccination. Il faut vacciner le plus vite possible et le plus grand nombre de gens. Il y a aussi des gens qu'on ne pourra pas vacciner pour des raisons médicales. Il y a des gens, je l'ai vu dans le centre de vaccination de ma commune à Drancy, les médecins ont dit non parce qu'ils avaient des allergies. Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en situation de les soigner. Il y a un cocktail de médicaments qui permet de soigner aujourd'hui, coûte 2 000 € par personne, par dose, c'est énorme. C'est celui qui a soigné Trump d'ailleurs. Les Allemands viennent d'en acheter... Enfin, on ne sait pas si sans avoir utilisé ce traitement, il aurait peut-être eu les mêmes résultats. Les Allemands viennent d'en acheter 200 000. Je pense que nous devrions faire de même. Certes, ça coûte de l'argent, mais nous avons une partie de nos compatriotes qu'on ne pourra pas protéger par le vaccin. Il faut se donner les moyens de les soigner. Sur l'économie, Jean-Christophe Lagarde, on parlait tout à l'heure du coût d'un confinement, c'est 15 à 20 milliards d'euros par mois. Est-ce que c'est supportable par l'économie française? Est-ce que le quoi qu'il en coûte est plus que jamais justifié ou pas? Il est surtout indispensable. Alors, est-ce que c'est supportable? De toute façon, les 2200 milliards de dettes que nous avions avant la crise, auxquels on ajoute 4 à 500 milliards aujourd'hui, étaient déjà insupportables. Ça aura des conséquences derrière. J'aime d'ailleurs entendre les potentiels candidats de 2022 nous raconter que ça n'aura pas de conséquences sur les impôts. C'est un mensonge. Oui, alors c'était la question que je voulais vous poser. Et ça aura évidemment... Est-ce qu'il faudra un impôt Covid peut-être après 2022 ? Alors, pour rembourser la dette Covid? Oui et non. Oui, forcément que ça aura un impact sur la fiscalité. Non, ça ne suffira pas. Si vous augmentez considérablement l'impôt sur le revenu, vous allez au maximum toucher 10 milliards, 15 milliards. On vient de dépenser 500 milliards. Donc réforme de l'État. Donc ça veut dire réforme de l'État, ça veut dire réforme de notre fiscalité, globalement. Elle est aujourd'hui archaïque et injuste. Mais ça veut dire, dernière chose, que une partie de cela va être absorbée en réalité par la production de monnaie. Comment on fait aujourd'hui pour payer ça en réalité et en vérité? C'est la planche à billets qui est en train de tourner. L'Union européenne augmente la masse monétaire. Avec le risque d'une inflation qui va augmenter. Mais c'est exactement ça qui va absorber l'essentiel de la crise. Il faut qu'on en ait conscience. C'est ce qui fait d'ailleurs des dérives boursières un peu dingues sur des valeurs qui n'en sont pas. Je termine là-dessus. Moi, j'ai fait une proposition au président de la République. Je ne la vois pas mise en œuvre, je regrette. D'appliquer la théorie de Milton Friedman, un économiste américain, qui dit quand on est dans cette situation, il faut faire ce qu'on appelle l'hélicoptère monétaire. Bref, il faudrait que la Banque centrale européenne, au lieu de distribuer de l'argent aux banques, en distribue aux familles. C'est à peu près 1 200 à 1 300 € par an et par famille. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on donne de l'argent aux banques, ça fait monter les marchés financiers et gonfler les prix de l'immobilier. Il y a 2 bulles énormes qui sont devant nous, la bulle immobilière et la bulle financière. Quand vous donnez de l'argent à une famille, elle le dépense, ça fait gonfler l'économie réelle. À la sortie de la crise, on a besoin de faire fonctionner l'économie réelle pour éviter que les bulles nous explosent au visage. Et donc ça sera peut-être l'un des débats de la présidentielle. Je pense que c'est un débat qu'il faut poser à l'ensemble de l'Union européenne. Arrêter de donner de l'argent aux banques qui gonflent des bulles financières et immobilières qui vont nous exploser au visage et qui vont nous ruiner. Et soyez capables de distribuer pendant 1 an ou 2, c'est pas ad vitam aeternam, mais pendant 1 an ou 2, distribuer du pouvoir d'achat aux Européens, aux Français, aux autres, 1 200 à 1 300 € par habitant, c'est ce que vous êtes en train de produire comme argent. Donnez-leur quels que soient les revenus des habitants. Bien sûr, 1, ça absorbe l'inflation, et 2, vous savez, celui qui gagne 100 000 € par an, les 1 300, il s'en fout, mais il va les dépenser. Celui qui gagne 1 200 € par mois, vous lui donnez un 13e mois. Ça ne coûterait rien puisque c'est ce qu'on fait déjà. Les 360 milliards d'euros créés par la BCE, ils sont créés. Au lieu d'être donnés aux banquiers, il faut les donner aux gens. Alors, dans 5 mois, Jean-Christophe Lagarde, des élections régionales, on a du mal à croire, vous nous direz quelle est votre position, que les élections régionales puissent être maintenues en juin dans ce contexte sanitaire, et vous? Moi, je pense qu'il faut qu'elles soient maintenues. Est-ce qu'elles seront normales? Évidemment, non. La situation n'est pas normale. Mais vous voyez, les États-Unis viennent d'élire leur président. Le Portugal vient d'élire son président. Avec 20% de participation portugaise. Et on ne peut pas confiner la démocratie éternellement. Cette année, c'est un variant qui nous fait craindre le rebond épidémique. On va le prendre d'ici le printemps, j'imagine. Mois de juin, c'est sans doute la moins mauvaise période pour organiser des élections. Mais s'il y a un nouveau variant, l'an prochain, on repousse les élections présidentielles? Qui est capable de défendre cette idée? Qui est capable de défendre cette idée? Le risque, c'est ça, oui. Mais attendez, il faut bien qu'à un moment donné, on vote. Alors, ça veut dire qu'il faut changer les règles de campagne, parce que c'est pas le jour du vote qui est problématique. On sait bien que le jour du vote, il n'y a pas de contamination. C'est dans la campagne. Vous pouvez pas faire des grandes réunions publiques, vous pouvez difficilement faire du porte-à-porte, vous pouvez pas aller voir les gens sur les marchés comme vous le faites habituellement. Ça veut dire qu'il faut modifier les plafonds de campagne en les augmentant pour qu'on puisse distribuer dans les boîtes aux lettres et pas distribuer de la main à la main. Ça veut dire qu'il faut autoriser la publicité sur Internet dans un certain plafond de la campagne. Ça veut dire, voilà, un certain nombre de changements. Mais je ne vois pas comment
comment on peut accepter l'idée de reporter ad vitam aeternam les élections, parce que tout le monde fait semblant de ne pas voir qu'après tout, les régionales, comme les gens ne savent pas trop à quoi ça sert, on pourrait les reporter. Sauf que si on reporte les régionales et qu'on a un problème l'an prochain, on va avoir reporté les régionales, les départementales, les présidentielles, les législatives. Ça va durer combien de temps? Ça va être compliqué. Alors, l'UD avait soutenu En Marche, en tout cas au municipal à Paris. Au régional, en Ile-de-France, vous soutenez Valérie Pécresse, vous soutenez Laurent Saint-Martin, qui va être le candidat d'En Marche. Nous travaillons avec Valérie Pécresse, elle a un très bon bilan et nous ferons sa campagne. Donc vous allez être derrière Valérie Pécresse? Bien sûr. Et dans les autres régions, vous serez derrière? Je pense que pour la première fois, les Franciliens savent qui est leur présidente, savent ce qu'elle fait. Et elle se bat tous les jours, c'est vrai dans la situation pandémique, mais pour nos transports, pour la rénovation de nos lycées, pour une écologie raisonnable et responsable. Je trouve que le bilan de Valérie Pécresse, je le vois comme ancien maire, je le vois comme élu local, je le vois comme parlementaire, est excellent. Et franchement, quand je vois en face Madame Pulvar, la démagogue en chef... Oui, la démagogue en chef, excusez-moi, qui est en train d'expliquer qu'on va rendre les transports gratuits. Il faut dire aux gens ce que ça veut dire. Si on rend les transports gratuits, c'est plusieurs milliards qui ne rentrent plus dans les caisses, qui permettent aujourd'hui de changer les rames de métro, de changer les rames de RER, d'allonger les lignes, etc. Ça veut dire qu'on resterait sur des transports qui n'ont plus du tout, qui ne rendent plus le service nécessaire, alors que tout le monde attend des changements qui ont été impulsés par Valérie Pécresse. Et le dernier point, c'est que sinon, il faut retrouver cet argent-là. Et les transports sont gratuits, mais les impôts, ça sera pour tout le monde. Je vous posais la question sur Laurent Saint-Martin. Est-ce que vous souhaitez une alliance entre Valérie Pécresse et la majorité présidentielle? Écoutez, la majorité actuelle se suffit à elle-même, et je pense que les Franciliens doivent regarder qui est capable, non pas de jouer des jeux présidentiels un peu bizarres, alors c'était Blanquer, ensuite Saint-Martin, peut-être Barrot, enfin on sait pas trop, bref, des jeux qui sont des jeux politiciens internes à la majorité présidentielle. Moi je dis aux Franciliens, pendant 6 ans, ceux qui géreront vos transports, ceux qui géreront vos lycées, ceux qui géreront l'activité économique et notamment l'insertion économique, la formation économique, etc., vaut peut-être mieux que ce soit des gens qui ont fait leurs preuves que des gens qui veulent... faire de la politique, quoi. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une opposition claire et nette à Emmanuel Macron? Mais je suis dans une opposition à Emmanuel Macron. Ce qui me dérange... Parce qu'on a cru comprendre à un moment que vous vous rapprochiez de lui. Non, la réalité, monsieur Aziza, c'est que je pense que l'opposition, pour être opposition, n'a pas besoin de cracher au visage du gouvernement tous les jours et doit pouvoir faire des propositions. Je vous en ai fait sur AstraZeneca, je vous en ai fait sur les licences, j'en ai fait sur le confinement, le reconfinement, j'en ai parlé sur les écoles. Je pense que pour être un opposant crédible, il ne suffit pas de vomir sa rage contre le pouvoir en place. Je n'ai pas de rage contre le pouvoir en place. Et d'ailleurs, quand s'ils reprenaient des idées que nous formulons, j'en suis ravi. Ça aide la France, ça aide les Français. Donc, c'est vrai que dans la caricature de la République ou de la démocratie française, ne pas en permanence critiquer tout ce que fait le gouvernement, même quand il fait quelque chose de bien, il faudrait dire que c'est mal vu. Eh bien, tant pis. Nous, on défend le cercle de la raison. Parce que si notre pays était gouverné par des gens raisonnés et raisonnables, on s'en sortirait mieux. Alors demain, Jean-Christophe Lagarde, l'Assemblée nationale va entamer le premier acte de l'examen du projet de loi confortant le respect des principes républicains qui entend lutter contre l'islamisme radical. Est-ce que vous soutenez ce projet de loi? Et on va en préciser certains principes. Oui, et j'aimerais qu'on l'améliore surtout. Donc projet de loi qui prévoit en préciser les choses. Une batterie de mesures sur la neutralité du service public, la lutte contre la haine en ligne, l'instruction en famille, le contrôle renforcé des associations, une meilleure transparence des cultes et leur financement, encore la lutte contre les certificats de virginité. Oui, mais j'aimerais qu'on le modifie pour, en tout cas c'est le débat et c'est ce que nous proposerons, pour le rendre plus efficace et pas rater les cibles. De quelle manière? Par exemple, je pense que sur l'instruction en famille, il rate les cibles. On a à peu près 40 000 personnes qui font de l'instruction en famille, et pas tout le long de la scolarité d'ailleurs, ce sont des périodes en général. Et on estime 2000 peut-être personnes qui sont en réalité dans cette situation par radicalisation religieuse et notamment islamiste. Très franchement... Donc vous dites qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier? Non, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. On n'est pas obligé, et je suis contre l'idée d'avoir un régime d'autorisation, a priori. Aujourd'hui, on a un système de déclaration. Vous déclarez que vous voulez qu'on reste oui, et je veux qu'on renforce les contrôles. Parce que ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est que les contrôles ne sont pas faits. Ils sont mal faits. Et donc, plutôt que de passer à l'autorisation... Parce que si demain, monsieur Aziza, vous déclarez, voilà, je veux élever mes enfants chez moi, l'administration, elle va savoir quoi de vous ? Du risque que vous représentez pour vos enfants. Donc il faut embaucher combien de personnes pour faire ces contrôles? Il n'y a pas besoin d'embaucher, il faut spécialiser des gens qui sont effectivement
connaisseur, entre guillemets. Mais a priori, donc, vous voterez en faveur de ce projet de loi ? Oui, d'abord, c'est le travers principal que je vois à ce projet de loi. Après, moi, j'aimerais qu'on aille plus loin. Par exemple, dans la réforme du CFCM, le Conseil représentatif, ou soi-disant représentatif des Français musulmans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on vote au mètre carré dans cette institution. C'est-à-dire, quand vous avez une grande mosquée, vous avez beaucoup de voix, quand vous avez une petite mosquée, vous avez peu de voix. Peu importe le nombre de gens qu'il y a. Et moi, les musulmans, ils me disent, écoutez, on n'est pas représentés par ces gens-là. C'est souvent des puissances étrangères qui financent pour avoir des mètres carrés, même vides. Bon, je préférerais que la démocratie, c'est un homme, une voix, c'est pas un mètre carré, une voix. Par exemple, quelque chose qu'on pourrait faire évoluer. Il y a, dans la protection de nos fonctionnaires, des ajustements à faire. On l'a vu. Et donc ça, vous présenterez vos options dans le cadre du projet de loi à l'Assemblée nationale. Alors, dans un livre publié il y a 1 an par la journaliste F. Zetfeld de l'AFP, vous étiez accusé d'avoir pactisé, je cite le livre, avec des caïds et des islamistes pour asseoir votre pouvoir et celui du l'UDI en Seine-Saint-Denis. Vous aviez annoncé une plainte visant ce livre et son auteur. Où en est cette procédure judiciaire ? Il y a 7 plaintes qui ont été reçues par 7 parquets différents. Et alors ? Et maintenant, elle va être mise en examen et ensuite on ira au procès. Sauf que, vous savez, c'est très facile. Et alors, il n'y a eu aucun pacte passé entre des municipalités UDI de Seine-Saint-Denis et ces caïds ou ces islamistes ? Aucun. J'observe d'ailleurs qu'une des personnes qu'elle accuse, où elle me rend quasiment coupable de je ne sais trop quoi, était récemment en photo avec le maire communiste de Bobigny, mais je suis le grand. Donc vous parlez de Linda Benacouche. Dans ce livre que j'ai dû lire, elle dit elle-même dans les 10 premières pages qu'elle n'est pas une journaliste d'investigation. C'est une certitude. Est-ce que c'est une journaliste ? Non, c'est une militante. Militante, c'est-à-dire anti-UDI ? Militante de son petit ami qui se trouvait être un des candidats au municipal à Bobigny. Parce qu'elle explique qu'en 2014, donc quand l'UDI remporte la municipalité de Bobigny, sur les affiches de campagne, aux côtés du futur maire, apparaît une jeune femme voilée qui n'est pas candidate, c'est Linda Benacouche. Elle est la compagne de Jean-Christophe Sambou, le numéro 2 du gang des barbares, à l'origine de l'enlèvement de Ilan Halimi en 2006, et condamnée à 18 ans de prison pour son rôle dans ce crime antisémite. Est-ce que vous comprenez que cela ait provoqué un certain malaise ? Non, parce que d'abord, personne ne savait en 2014, en tout cas pas moi, qui elle était. Et je répète, il y a 6 mois, le maire communiste de Bobigny était en photo avec elle. Donc on veut monter une affaire de toutes pièces parce que cette dame avait des intérêts avec des amis localement. Et que répondez-vous à ceux qui considèrent que le fait d'avoir que la maire qui a été élue à Bobigny se soit présentée sur cette affiche aux côtés de cette Madame Benacouche était un signe, un message envoyé à l'électorat musulman? Oui, c'était un grand signe envoyé à l'électorat musulman, puisque dessus, il y avait également le président de la communauté juive qui était sur la même affiche, etc. Arrêtons de nous foutre de la gueule du monde. Donc on a voulu vous porter préjudice. On a voulu me détruire politiquement avec une histoire complètement absurde dont les journaux vont faire litière. Sauf que la malchance de la vie publique, c'est qu'on peut toujours vous insulter, comme l'a fait le journal Le Point et quelques autres, en public, et puis il faut 3 ans pour que la justice vous rende justice. La justice est toujours lente. Mais ça viendra. Alors un sondage Harris Interactive publié lundi par le journal L'Opinion place Marine Le Pen devant Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, 26 à 27% pour Marine Le Pen, 23 à 24 pour Emmanuel Macron, et au coude à coude, au second tour, 48 contre 52 pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Est-ce que, quelque part, il n'y a pas le feu au lac ? Cela veut dire que l'élection de Marine Le Pen est possible. Moi, je le dis et je le sais depuis au moins 2 ans. La réalité, c'est que je pense que d'ailleurs, elle sera battue par n'importe qui au 2e tour, sauf par Emmanuel Macron. Ah oui ? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Donc il ne faut pas qu'Emmanuel Macron soit au 2e tour ? Qui n'iront pas sauver nos institutions, notre République, notre raison, face à Marine Le Pen, si c'est Emmanuel Macron. Il a ranimé de la haine sociale dans notre pays. Et de la haine contre lui aussi. Il y a des gens, de la haine sociale dans notre pays, contre lui et contre d'autres catégories. Et il y a des gens qui ne considéreront pas que ça vaut la peine d'aller voter dans ces cas-là. Je le regrette, mais je pense qu'il n'est pas le bon candidat contre Marine Le Pen. Donc qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Qu'est-ce que vous en déduisez ? J'en déduis qu'il va y avoir une campagne électorale et que les Français doivent réfléchir avant de voter au premier tour. Donc ça veut dire, et pour vous, le meilleur candidat du premier tour pour battre Marine Le Pen, c'est qui ? C'est les Français qui le décideront, mais chacun va défendre ses idées. Mais vous allez être derrière qui ? Mais je ne serai derrière personne. Vous serez candidat ? Je ne vois pas pourquoi l'UDI ne porterait pas ses idées, ses projets. Donc vous serez candidat ? Comme je vous le disais tout à l'heure, monsieur Aziza, nous avions aux élections européennes défini ce qui
était nécessaire. On continue à le faire, et y compris sur le domaine français. Mais vous avez fait un très mauvais score aux européennes. Ces propositions, bien sûr, puisqu'on a pris en otage les Français dans ce pseudo-match Le Pen-Macron, ça a changé quelque chose qu'elle arrive devant? Ça n'a rien changé. Je l'ai dit pendant toute la campagne. Il arrive qu'en prenant les Français pour des cons, on puisse gagner une élection. Mais il arrive aussi que les Français soient plus intelligents. Et vous pensez à 2017 ou pas? Non, je pensais à 2019. Moi, je préfère dire la vérité. Parfois, vous rencontrez le peuple français, parfois, il passe à côté. Ça n'empêche pas de continuer à la dire. Mais ça veut dire que, je vous repose la question, vous souhaitez pouvoir être candidat en train de préparer les élections. 2022. Nous sommes en train de préparer les élections présidentielles et législatives en tant qu'UDI, que ce soit le projet, le programme, les réseaux, l'organisation, c'est bien naturel. Et sur quoi elle se jouera, cette présidentielle, Jean-Christophe Lagarde? Sur la gestion de la crise sanitaire, sur la sécurité, sur le régalien ou sur le social? Il est certain que la gestion... Ou est-ce que ça sera un référendum pour ou contre Macron? Il est certain que la gestion de la crise sanitaire n'aura pas été à l'avantage, je crois, du gouvernement, notamment parce que au printemps dernier, les mensonges sur les masques, les échecs sur les tests, etc. Je ne pense pas qu'une élection présidentielle doive se juger là-dessus. Oui, ils n'ont pas été au top. On ne peut pas non plus tout jeter. Il y a eu quelques décisions qui étaient correctes. En réalité, j'espère que l'élection présidentielle, elle se jouera sur comment nous tirons les leçons de ce qui nous est arrivé pour transformer le pays. Par exemple, pour décentraliser totalement la santé, parce qu'on s'est rendu compte que le système centralisé ne fonctionnait pas. En Allemagne, ils avaient au printemps dernier 4000 morts quand on en avait 30 000. On peut quand même se poser des questions. Par exemple, pour regagner des souverainetés. Aujourd'hui, c'est les médicaments qui nous manquent. Il faut évidemment qu'on reconstruise ça ensemble au niveau européen. Mais il faut aussi qu'on le fasse au niveau alimentaire. Par exemple, de faire en sorte qu'un président de la République, c'est en tout cas mon opinion, puisse être élu une fois pour 7 ans, mais ne puisse plus être élu ensuite. Pourquoi? Parce que là, c'est une révision de la Constitution. Hein. Oui, et par référendum, le jour des élections législatives. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on a un président qui, au bout d'1 an et demi de pouvoir, passe son temps en campagne pour se faire réélire. Ça veut dire que quand il y a des décisions à prendre, il ne les prend pas, il essaye de faire plaisir. Ce n'est pas le boulot du président. Puis parce que ça lui permettrait de regarder le temps long. Il n'est pas normal dans notre pays que le président de la République doive décider de tout et de chaque détail à chaque instant. Son boulot, c'est de regarder ce que sera la France dans 5 ou dans 10 ans et de commencer à mettre les jalons. C'est malheureusement, depuis le quinquennat, ce que les présidents français ne font plus parce qu'ils n'ont plus le temps de le faire. Merci en tout cas, Jean-Christophe Lagarde, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.